Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de Julie. Julie qui a 45 ans et qui n'a pas de retraite et on va voir comment on peut l'aider. Pour donner un petit peu de contexte, Julie, elle m'a contacté sur LinkedIn, je pense cette semaine, là, jeudi, et elle m'a dit « Oui, Victor, j'adore ton podcast, je l'écoute beaucoup. D'ailleurs, ça m'a permis de faire un investissement. J'ai des questions sur la fiscalité. Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, on me pose des questions. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur LinkedIn. De façon assez générale, c'est compliqué de pouvoir répondre, même sur une question de fiscalité, sur l'immobilier sans avoir l'ensemble du périmètre. C'est un peu comme les conseillers en gestion de patrimoine ou quand vous faites au début d'un projet l'établissement pour bien comprendre tous les tenants et aboutissants. C'est exactement la même chose. En fait, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire vos objectifs déjà, de l'âge que vous avez, de l'énergie que vous avez, du potentiel, de ce que vous êtes en capacité de faire et du coup du nombre d'opérations que vous allez réaliser. Et en plus de l'opération, c'est un peu compliqué de se positionner. Il y a jamais vraiment de bonne réponse à vous apporter. Ça dépend en fait de votre futur et de ce que vous allez faire. C'est pour ça que c'est complexe comme exercice. Et là, du coup, j'ai proposé simplement à Julie de faire un call et on s'est appelé pendant 1 heure pour voir en fait quelles étaient ces questions. Et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui risquent d'être dans cette situation, parce que la même journée, j'ai eu un échange avec Alex. Alors, je le dis à tout le monde, j'ai changé les prénoms. Julie, ça ne s'appelle pas Julie. Alex, ça ne s'appelle pas Alex. Ou comme ça, vous ne pouvez pas forcément les retrouver. Mais ça me permet de vous donner en fait ce qui s'est passé et l'échange des entretiens. Donc, on revient sur Julie. Aujourd'hui, elle a 45 ans et elle a passé toute sa vie à travailler dans l'hospitality, c'est-à-dire dans tout ce qui est restauration, dans création de franchises, principalement à l'étranger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'a pas de retraite. Donc, elle est revenue en France, elle n'a pas de retraite, elle n'a pas d'enfant, et elle se dit comment elle peut du coup avancer pour créer sa retraite et avoir quelque chose pour la fin de sa vie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des approches différentes en fonction de comment on se sent et de qui on est. Il y a des personnes qui vont être vraiment stressées pour la retraite, parce qu'effectivement, quand on a 45 ans ou 50 ans, plus on approche de l'art de la retraite, plus on se dit, zut, comment je vais faire, quand je vais plus avoir de boulot, comment je vais faire pour avoir de l'argent. On peut avoir cette crainte sur l'argent, d'ailleurs on pourra en faire un épisode de podcast. On peut se dire, zut, je vais manquer, je suis stressé, il faut que je trouve une solution. C'est pas du tout le cas de Julie, elle s'est toujours très bien débrouillée, elle a une très grande confiance dans ses capacités, et elle passe à l'exécution, donc du moins, elle n'a pas cet aspect-là. Surtout que tout ce qui est pression et stress, pour la plupart d'entre nous, alors il y a une notion de stress qui est assez intéressante parce que ça nous permet de passer à l'action, mais il y a aussi une notion de stress qui peut nous mettre dans l'immobilisme et en fait nous faire procrastiner et nous rentrer dans des schémas de compensation, que ce soit la nourriture, que ce soit le sommeil, etc. Donc dans le cas de Julie, c'est absolument pas le cas. Là, elle est là, elle a écouté du coup un super podcast qui s'appelle La Retraite à 40 ans et elle a fait sa première opération immobilière qu'elle a terminée il n'y a pas longtemps. Cette opération immobilière, donc là on est plutôt aux alentours de Bordeaux, elle a acheté une maison qu'elle a divisée. Elle peut louer 3 appartements dans cette maison, elle fait 350 € de cash flow, et avec l'appartement restant, elle le garde pour elle-même. Alors, ce calcul de cash flow est un petit peu adapté, en réalité c'est plutôt 250 parce qu'elle a fait un apport dans l'investissement. Donc encore une fois, quand vous regardez vos investissements, faites tous les calculs en mettant 0 apport pour être sûr que vous ne remboursez pas de l'argent à vous-même, même si vous mettez de l'apport à la fin dans l'investissement immobilier. Du coup, là, Julie, elle m'appelle, elle m'a dit: «Victor, du coup, j'ai fait cette première opération, bon, je l'ai acheté en propre, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois le passer en entreprise? Est-ce que je dois le passer autre part? Et comment je peux faire pour récupérer plus de dettes ?» Sachant qu'aujourd'hui, Julie, elle est au Pôle emploi, elle a, un petit peu de Pôle emploi parce qu'elle a un tout petit peu travaillé en France, du coup, en revenant donc les 3 dernières années, d'après mes souvenirs, en France, à Paris et elle a quitté du coup son job lorsqu'il y a une fusion. En gros, la chaîne dans laquelle elle travaillait s'est faite racheter par un grand groupe et du coup, elle est venue, elle s'est installée à côté de Bordeaux et elle n'a absolument plus envie de retourner autour de Paris. Donc là, elle me demande quelles sont ses solutions pour pouvoir s'endetter, quelles sont ses solutions d'un point de vue entreprise, etc. Et là, j'ai échangé avec lui en lui demandant, bon, bah, c'est quoi ton objectif global? Et on revient toujours à ça. La première information et la première chose que vous devez avoir en tête, c'est qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est quoi votre objectif? Vous voulez combien d'argent? Dans son cas, 3 000 à 4 000 € par mois. OK. Et après,
quelle est la date, l'horizon auquel vous voulez faire ça. Donc là, c'est un projet. Donc dans son cas, c'est elle veut avancer, elle veut voir jusqu'où ça peut l'emmener. Et après, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Dans le cas de Julie, elle était principalement sur l'immobilier. Elle s'est dit, OK, j'ai fait une première opération, j'ai spoté une zone qui marche bien, donc j'aimerais continuer. Si c'est ça, sa stratégie principale, là aujourd'hui, elle est au Pôle emploi. Il y a deux façons de le faire. Je vous parle d'expérience acquise et de ce qu'on peut voir chez les personnes. Quand vous êtes du coup au Pôle emploi et que vous voulez continuer à emprunter, première solution, c'est que vous avez du cash de côté. Si vous avez du cash de côté, généralement 20% de la somme que vous voulez emprunter, vous pouvez aller voir une banque et dire, voilà, moi je veux faire cette opération, j'apporte du cash, on fait un financement sur 20 ans et on fait en SCI à l'IS. Donc ça, vous pouvez le faire. Attention quand même à votre profil. Si vous êtes encore une fois trop ric-rac, si vous avez déjà beaucoup d'endettement, si vous allez faire un deal où il y a énormément de travaux, donc faites des deals sans travaux quand vous faites ça, parce que sinon la banque peut vous demander plus d'apport, peut vous demander d'apporter les travaux plus ces 20%. Et après, il faut tester plusieurs banques. Problématique de Julie, elle n'a pas de cash aujourd'hui, elle en a très peu, donc elle ne peut pas se lancer là-dedans. Donc là, où elle en est, plusieurs solutions. Elle peut rester là où elle en est, donc dans sa situation pour l'emploi, et s'associer. Quand vous associez, ça dépend avec qui vous le faites. Alors, avec le retour d'expérience et quand je regarde autour de moi et que moi, ce que j'ai pu faire ou les personnes qui sont déjà failleurs, donc là, j'en ai rappelé aujourd'hui, d'ailleurs, certains d'entre vous qui m'écoutez, qui êtes dans l'Est ou dans d'autres endroits, qui ont quitté leur job, déjà, bravo, bravo à ceux qui ont quitté leur job, ils font aussi ce système d'association. C'est-à-dire que pour nous, il y a un moment, lorsqu'on quitte notre boulot ou lorsqu'on est dans des situations, si vous regardez à peu près où moi j'en suis aujourd'hui, en termes de niveau de dette, c'est quand même très conséquent. Et c'est aussi très compliqué pour moi de retourner emprunter de l'argent, à moins d'avoir, même en ayant du cash, en fait, mes dossiers bancaires sont très conséquents, donc assez compliqués à traiter. Et ça peut prendre du temps. Je suis obligé de passer par des interlocuteurs particuliers parce qu'il y a il y a trop d'immobilier, il y a trop d'entreprises, etc. Ce que vous pouvez faire, donc si vous êtes dans le cas, par exemple, de Julie, mais là, elle a un tout petit peu d'expérience, mais si vous en avez un petit peu plus et que vous savez faire les choses, ou que vous arrivez à convaincre les bonnes personnes, vous pouvez essayer de vous associer. Alors, quelle est la technique? La technique que vous pouvez utiliser, vous allez voir, par exemple, un couple, mais attention quand il y a des couples, encore une fois, vous allez voir ou un ami proche, il va créer, du coup, vous allez vous sourcer le deal, faire l'opération, et lui, il va s'endetter pour acheter le deal. Donc, il va créer souvent une SI à l'IS ou LIR, dans la plupart des cas, c'est plutôt des SI à l'IS. Il va s'endetter en donnant une part, par exemple, à son père ou à sa compagne ou à un autre ami. Il va s'endetter de son côté, il va financer un bien, par exemple, à 200 000 euros. Et une fois que l'opération a été réalisée, il va vous revendre pour 1 euro 50% des parts de la SCI. Et là, vous avez fait l'opération avec votre ami. Alors attention quand vous faites ça, c'est comme dans les associations, dans les entreprises, on ne sait jamais ce que ça va donner à l'avenir. Donc je vous donne juste les quelques petits éléments qui sont un petit peu des warnings. Alors sachant que vous pouvez mettre pas mal de choses dans indirectement le pack d'associés d'une SCI où vous pouvez mettre des termes entre vous, mais attention, même quand on met des termes entre nous, dès qu'il y a des conflits, il y a des explications et ça peut prendre du temps. Les risques que vous avez à faire ça, alors quand vous faites ça, c'est simplement votre associé qui va se porter garant de la dette et pas vous. Donc si à un moment le deal plante, il y a un truc qui ne va pas, vous, en fait, vous avez des parts de la SCI, mais vous n'êtes pas associé, donc vous n'êtes pas caution, vous n'avez pas hypothèque du bien, enfin vous n'êtes pas caution du bien personnel, donc en fait, vous risquez moins, donc attention. Et de l'autre côté, vous, en tant que, si par exemple vous vous associez avec quelqu'un qui vous propose ce genre de deal, mais que la personne ne fait plus rien, et que vous devez, du coup, vous avez apporté votre endettement et demain vous avez un deal qui tourne, mais vous avez votre associé qui n'est plus là, bon, bah, il y a un risque de ce côté-là. Et encore autre chose, le jour où il y a, alors là, c'est des gros problèmes. Il faut savoir que c'est de plus en plus courant. Là, aujourd'hui, on a 3 vies en réalité dans notre vie et on peut aussi avoir plusieurs partenaires, c'est-à-dire avoir un projet d'enfant, puis après se rendre compte qu'on ne fonctionne plus avec cette famille et changer. Donc, le gros sujet, c'est les divorces et les décès. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un divorce et un décès? Et qu'est-ce qui se passe ou sinon quand la personne a perdu son job ou a besoin d'accéder à des liquidités? Donc là, c'est dans le cas, par exemple, des entrepreneurs. Il faut faire assez attention avec les entrepreneurs. Ça va très, très vite. En fait, vous avez un effet d'échelle. Quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez gagner, je ne vais pas dire facilement, mais du 50, 100 000, 200 000 euros par mois quand ça tourne bien. Mais disons que vous gagnez aujourd'hui 120 000 euros par mois, vous faites rentrer 120 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Vous avez comme coût principalement, on va dire, d'équipe du 80 000 euros, vous faites 40 000 euros de marge par mois. Donc quand ça marche, c'est bien. Mais si du jour au lendemain, l'État vous arrête votre boîte, vous avez un problématique avec des clients, vous avez une problématique avec votre structure, vous avez une
tout autre enjeu que moi j'ai pu connaître d'ailleurs personnellement. Ça va très très vite de perdre 100, 50, 100, 200, 1 million d'euros de cash à devoir rembourser. En fait, quand une machine comme ça commence à aller vers le bas, ça peut aller assez rapidement de perdre beaucoup de cash. Et dans ce cas-là, quand vous avez besoin de cash, potentiellement, vous êtes là, ok, il faut que je vende, sinon je vais me faire saisir ma boîte. Si je me fais saisir ma boîte, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'actifs. Donc, je vais devoir, bah tiens, l'immeuble que j'ai fait avec mon associé, je vais lui demander de le vendre. Ça va me permettre de récupérer 100 000 balles ou 200 000 balles. Et en récupérant ça, ça va me donner 2 mois d'espérance de vie, le temps que je trouve une solution. Et ça va se débloquer parce que je ne sais pas quoi, etc. Donc, attention à ces phases-là aussi. Donc, ça dépend vraiment à qui vous associez. Mais en tout cas, vous avez cette technique. Vous pouvez faire du 50-50. Après, si vous prenez des termes, c'est à vous de négocier en fait ce que vous voulez faire. 50-50, il y a des personnes qui accepteront pas, des personnes qui accepteront. Et dans l'autre sens, sinon, quand vous prenez ce qui se fait globalement dans les reprises de boîtes, parce que c'est à peu près la même chose, généralement, disons qu'il y a une boîte qui a à reprendre 5 millions d'euros, on va faire la répartition du capital par rapport à l'argent mis sur la table ou la caution personnelle mise sur un emprunt réalisé avec une banque. Donc, par exemple, lorsque vous avez un deal qui vaut 2 millions d'euros, il y a 2 millions d'euros à aller chercher. Disons que la banque met 1 million d'euros sans caution, c'est bon, il n'y a pas besoin de répartition de parts. Et disons qu'il faut mettre 500, il y a un investisseur qui va mettre 800 000 euros et il y a celui qui a apporté le projet, il va mettre 200 000 euros de sa poche. Et bien la répartition de l'entreprise à la finalité sera 80% pour l'investisseur et 20% pour celui qui va opérer la boîte et qui finalement a mis 200 000 euros. Donc ce sera en fonction du capital injecté. Il y a la même chose qui peut fonctionner avec la dette. Donc disons qu'il y a 2 millions à aller chercher, il y a 1 million d'euros qui viennent d'investisseurs cash et il y a 1 million d'euros de dette qui vient du porteur du projet qui se met caution personnelle. Et bien, ce sera 50-50 sur la répartition du capital. Attention, tout est négociable comme d'habitude. Et après, chacun des tafs, il y a une notion, il y a un prix en fait de marché. Alors attention, on peut toujours aller dans tous les sens. C'est un peu comme les opérations de clé en main. Aujourd'hui, vous voulez passer par un acteur clé en main qui va vous faire le sourcing, potentiellement les travaux, aller jusqu'à la mise en location. Il va vous prendre, ça dépend, mais souvent du 20 000 euros sur des deals à 200 000 euros. Donc, d'ailleurs, en tout cas, attention quand vous regardez les chiffres qu'on vous donne. Généralement, quand ils vous font votre calcul de cash flow, ils vous demandent de mettre de l'apport, ils enlèvent leurs frais. Enfin, il y a des choses, vérifiez bien comment le calcul est fait. Ça peut valoir le coup pour certains d'entre vous parce que ça vous permet d'avancer, mais en tout cas, quand vous le faites, vérifiez toujours le TRI de l'investissement et vérifiez toujours si ça vous apporte beaucoup ou qu'est-ce que ça va vous permettre de faire cet investissement. Donc, on revient dans le cas de Julie. Si elle est capable de faire des investissements et qu'elle trouve d'autres deals, elle peut s'associer pour les effectuer. Et là, elle pourra monter ce système-là avec des personnes qui ont de l'endettement. Donc, si elle en a dans son réseau, elle peut les convaincre et elle peut tout à fait avancer dessus et elle verra ce qui va se passer. Attention, ne soyez pas trop généreux pour ceux qui vous apportent du capital aussi. Ce que je veux dire, c'est une personne qui aujourd'hui n'a jamais fait d'immobilier ne se rend pas compte de ce que c'est de trouver un bien, de gérer des locataires et de gérer des travaux. Dès que vous avez quelqu'un, en fait, quand on ne peut pas se projeter dans ce que fait une personne en face de vous, de nous, et qu'il y a un manque indirectement de communication, de connaissances, qui est quasiment impossible en fait à transcrire, c'est comme vous, demain, ceux qui n'ont jamais eu de boîte avec 400 salariés, 100 millions de levées, ben, on ne sait pas. Moi, j'ai jamais été dans la tête de Musk. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa tête et comment son cerveau il est fait, et du coup, je pourrais quasiment jamais me projeter, même si je lis un livre et j'essaie de découvrir ce qu'il fait. Ce sera impossible pour moi de me projeter. C'est pareil sur l'immobilier, c'est pareil quand vous n'avez pas d'enfant, c'est pareil quand vous avez une moto et que vous n'en avez pas, c'est pareil sur tous ces systèmes-là. Tant que vous n'avez pas ce vécu-là, vous ne pouvez pas attendre de la personne en face de vous qu'elle va comprendre ce qui est et elle va se raccrocher généralement à tout ce qui est écrit dans les petites lignes du contrat, etc. Donc attention à vous pour que le projet soit assez intéressant pour vous. Si vous partagez 50-50 des bénéfices et que vous avez 500 euros de bénéfices et ça vous fait 250 euros, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Alors attention, c'est aussi une question d'étape. On ne peut pas du jour au lendemain avoir un système qui cartonne absolument. Et généralement, cette prochaine étape, pour différentes raisons, vous permettra d'évoluer. Que ce soit pour faire une opération, gérer une association, avancer, se rendre compte que finalement, les chiffres, ben, c'est ajusté pour vous, c'est pas ajusté, ou peut-être que vous prenez trop, pas assez. Peut-être que ça vous permet de voir autre chose, ça vous permet d'avancer. En fait, l'important, c'est aussi d'avancer et potentiellement de ne pas faire tout ce qui est 100% parfait dans ce que vous allez réaliser. Donc les alternatives de Julie, on reprend. Julie, ce qu'elle peut, c'est soit l'éducation, elle peut emprunter, là elle peut pas, des fameux 20% d'apport, soit elle peut trouver de l'association et avancer. Sinon, là, on va revenir sur générer des flux. Là, il faut qu'elle se génère des flux pour pouvoir emprunter. Donc, vous savez très bien la règle, vous prenez vos revenus, vous prenez 35% de ces revenus et vous regardez combien vous pouvez emprunter sur 20 ans si vous faites un investissement locatif. Et vous regardez combien vous avez de dette aujourd'hui.
parce que pour voir qu'est-ce qu'il vous reste à prendre. Alors attention, il y a aussi des petites disparités. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà endettés aujourd'hui à 35%, mais qui gagnent dans les 5 000 € par mois, vous pouvez faire, pour la grande majorité d'entre vous, un autre investissement de 250 000 €. Moi, c'est ce que je vois. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une catégorie, entre 4 et 5 000 €, vous êtes dans une catégorie où vous gagnez bien votre vie. Si vous trouvez le bon interlocuteur, vous allez pouvoir faire cette opération supplémentaire. Donc, gardez ça en tête. Autre élément pour Julie, du coup, on va devoir régénérer des revenus. Par exemple, si elle veut rester, donc pas faire d'association et continuer à faire de l'immobilier seule et avancer. Et pour générer des revenus, elle peut soit trouver une mission en freelance. Le saint graal de la mission en freelance, alors il y a la version classique. Vous facturez moins de 10 000 € en freelance par mois. Ça vous fait déjà de belles rentrées. Par contre, quand vous avez ça, pour pouvoir emprunter, ça risque de vous demander du temps, voire 1 an de bilan, voire 3 ans de bilan avec certaines banques. Donc ça, c'est le premier cas. Vous facturez, vous pouvez rester au Pôle emploi d'un côté, créer une SASU et encaisser du coup sur la SASU vos revenus du freelance. Si vous faites ça, donc aujourd'hui, ça dépend de votre Pôle emploi, mais il y en a certains qui ne vont vous verser que 60% de vos revenus de votre chômage, mais dans certains cas, vous pouvez continuer à toucher 100% de ce que vous avez du chômage et après avoir cette entreprise, faire un document comme quoi vous n'allez pas vous rémunérer parce que vous lancez votre nouvelle entreprise et vous pouvez toucher, du coup, stocker dans votre SASU du cash et vous avoir le Pôle emploi. Et si vous êtes dans ce stade-là, vous allez faire du cash assez rapidement, à coût de 10 000 € par mois. Et à coût de 10 000 € par mois, ça vous fait des trésoreries assez importants pour faire ce fameux financement avec 20% et faire une SCI à l'IS. Donc ça peut aller assez vite. Par contre, quand vous êtes dans ces 10 000 € par mois, attention, quand vous déposez votre dossier à la banque, vous êtes toujours au chômage et vous avez cette structure-là, il faut quand même se dire que ce n'est pas le plus sexy et généralement, il va falloir attendre un peu de temps. Si vous êtes plus aux alentours des 20 000 € par mois, là, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire que vous gagnez vous avez des fortes rentrées. Et là, du coup, vous êtes dans une autre catégorie. Et là, directement, la banque, en 6 mois, vous pouvez faire une opération immobilière. Donc, il y a tout à fait la possibilité d'aller là-dessus. Dans le cas de Julie, c'est de prendre son expertise qu'elle a à l'époque, donc création et gestion dans l'hospitality management, donc des restaurants, des chaînes de restaurants, etc. et se vendre en freelance aujourd'hui. Et généralement, elle est dans la restructuration. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de chaînes où il y a besoin de restructuration et même il y a des plans de redressement. De ce que je vois beaucoup, alors le textile en ce moment en redressement, il y en a énormément. Et dans ce qui est restauration, il y a quand même pas mal de chaînes qui sont en difficulté ou pas mal de branches de chaînes qui sont en difficulté. Donc elle peut très bien se lancer là-dessus, Julie, faire des rentrées d'argent. En plus, ça va la rassurer parce qu'elle va avoir du cash. Et après, faire son opération. Autre élément. Ce que peut faire Julie, c'est de retrouver un taf. Donc retrouver un taf, vu ce qu'elle a aujourd'hui comme endettement, il faudrait retrouver un taf dans les 4 à 5 000 €. Elle n'est plus en région parisienne, elle est vers Bordeaux, donc généralement les salaires sont quand même un petit peu moins importants. Après, ça dépend de la négociation, ça dépend de ce qu'elle trouve. Il va falloir se battre et retrouver un taf pour se relancer dans ces projets-là. Et elle sait pourquoi elle fait ce boulot-là. Ça lui permet, en fait, ce qui va lui permettre de tenir, parce qu'elle ne veut plus faire ce métier-là. Pourquoi elle ne veut plus faire ce métier-là? Parce que c'est un boulot où en fait elle s'est rendue compte de la qualité de la nourriture qui pouvait être apportée, de comment c'était géré. Et en fait, elle se sent plus à l'aise avec ce schéma-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut, du coup, en retrouvant un nouveau taf, se motiver parce qu'elle sait qu'il y a des opérations immobilières qui vont avancer. Sinon, il y a un truc dont je me suis aperçu en discutant avec Julie. Je me suis dit, elle adore du coup faire des travaux, elle adore gérer des équipes et elle est dans une zone qui peut être intéressante. Je pense fortement, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer avec elle, mais attention au degré de succès qui est possible, c'est simplement reprendre une boîte de travaux. Et du coup là, on est déjà en train d'analyser des boîtes de travaux aux alentours de Bordeaux à reprendre avec des équipes. Et d'ailleurs, je vais la mettre en contact avec un autre failleur qui adore faire des travaux, qui est aujourd'hui dans la tech, directeur technique. Et je sais que tu m'écoutes. Il s'appelle Jérémy. Je sais que tu m'écoutes. Donc on en parlera la prochaine fois qu'on échange pour un de coaching. Donc lui, il retape des immeubles principalement, pareil, à côté de Bordeaux. Il adore faire du surf. Et il a fait le tour en fait de son taf. Il a dans la trentaine. Et eux deux, moi, je les vois bien finalement reprendre une boîte de travaux qui tourne bien. On reprend une boîte de travaux plutôt dans les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour que ce soit bien constitué. Je trouve ça très bien en plus que ce soit une femme qui dirige la boîte de travaux parce que ça permet de mettre une autre dynamique, une autre façon de faire. Et je pense que d'un point de vue marketing, c'est super. Et une fois que cette boîte est reprise, il faut viser du 200 à entre 200 et 500 000 euros de résultats pour que la boîte tourne assez bien. La récupérer d'une personne qui part à la retraite, bien négocier le prix, voir comment on peut s'accorder pour potentiellement avoir un crédit vendeur, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui nous fait un crédit, et l'indexer sur les performances à venir, trouver un deal qui est bon pour tout le monde.
gérer cette boîte de travaux qui génère déjà des liquidités et par la suite faire ce projet, parce que le projet que peut avoir Julie, c'est de racheter pas mal de maisons, les retaper, refaire ce qu'elle a fait, donc du changement, un peu comme du marchand de biens, pour avancer. Et du coup, là, elle a une boîte qu'elle peut gérer, elle aime les people, elle aime les projets qui ont du sens, elle va être dans quelque chose d'intéressant, donc ça, moi, je trouve ça fantastique. C'est un nouveau projet de vie, en plus, elle a l'âge pour reprendre des boîtes. Franchement, alors on peut le faire à n'importe quel âge, mais entre 30 et 50 ans, 55 ans, c'est vraiment pas mal parce qu'on a déjà un peu de vécu, on a un peu d'expérience sur les sujets, donc c'est bien. Après, on peut le faire à n'importe quel moment. Donc on avance sur ce sujet-là avec Julie, et en plus, ça lui permet de faire une transition aussi vers le marchand de biens. Alors le marchand de biens, encore une fois, il y a une problématique de fond et il y a une problématique de prouver ce qu'on sait faire. Donc la problématique de fond, on peut la régler soit en faisant des club deals avec des amis qui sont autour de nous en fonction de l'apport qui est nécessaire, soit il y a des plateformes comme Brix, etc., qui vous permettent de financer, mais ça vous coûte quand même assez cher pour après refinancer avec de la banque. Donc en tout cas, il y a toujours des solutions qui existent. Et il y a un enjeu quand même, c'est on peut le faire sur une première opération comme ça, comme ce qu'elle a pu faire sur sa résidence principale actuelle. Après, il faut quand même se caper un petit peu plus sur le réseau pour avoir le bon avocat, le bon notaire, etc. Donc pourquoi pas rejoindre des programmes là-dessus. Et enfin, il y a la partie prouver qu'elle a fait de l'expérience. Donc là, elle devrait revendre sa première opération pour montrer quels sont les vrais résultats de son opération, pour expliquer aux banques qu'elle a fait ça et expliquer à ses prochains partenaires qu'elle avance de ce côté-là. Voilà, donc là, Julie, on a fait un échange. Elle est au taquet. Elle est au taquet, donc on avance bien. J'ai hâte de vous dire où est-ce qu'on va aller avec Julie. Donc en tout cas, vous inquiétez pas. Si aujourd'hui vous avez 45, 50, 55 ans, c'est pas parce que vous avez déjà, en fait, vous êtes au stade où vous en êtes. Donc si vous n'avez pas de liquidité, comme je dis, vous n'avez quasiment pas de liquidité avant d'acheter, de faire son opération, elle devait avoir 20 40 000 euros. Si vous n'avez pas de liquidité à 45 ans, c'est pas grave. Il y a toujours des solutions. Et si vous vous mettez dans l'action, de toute façon, c'est comme ça que vous allez maximiser vos chances d'y arriver. Et on va trouver des solutions pour que ça fonctionne. Et c'est qu'une question de choisir le bon projet, de se donner, d'avancer. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Et on se retrouve très vite. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. N'hésitez pas à rejoindre souvent les lundis soirs chez les programmes sur l'IMO. Et n'hésitez pas à revenir du coup dans le coaching aussi. Moi, je vous attends, que ce soit le coaching reprise de boîte, le coaching business solopreneur ou le coaching IMO. Moi, je vous attends et on est parti. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.